Bonsoir. Face à l'actu de ce dimanche, je reçois Christian Nizé. C'est un lobbyiste, CEO du cabinet Intermed. Vous ne le croirez peut-être pas. Il déclare Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la France, persona non grata au Cameroun. C'était l'objet de la conférence de presse qu'il a donnée cette semaine, au moment où le sommet de la francophonie se déroule en France, mais aussi dans un contexte évidemment marqué par une accentuation des départs des Camerounais vers l'Occident, l'étranger. Le Canada est certainement l'une des destinations les plus prisées, mais on sait que la France et les États-Unis sont également des lieux où les Camerounais se rendent grandement. Il viendra donc ce soir nous dire exactement quelles sont les motivations, les contours et surtout si cette position du cabinet qu'il porte ne va pas interférer dans les relations France-Cameroun et qui c'est peut-être France-Union européenne. Christian, bonsoir. Bonsoir mon très cher et merci de me recevoir chez vous dans votre chaîne de télévision qui est tellement aimée par les Camerounais. C'est la toute première fois que je foule les pieds ici, que j'arrive ici. J'espère qu'en une heure, on va devoir échanger sur cette thématique du jour, ô combien importante pour ceux qui nous suivent à la maison. 90 minutes. J'espère que vous aurez suffisamment d'arguments. J'aurai beaucoup d'arguments même. D'accord. Je rappelle que l'émission également permet de revenir sur quelques faits de l'actualité de la semaine, tels que traités par la rédaction de STV. On parlera de cette venue à Douala du ministre des Transports dans le cadre de la ZAC. Il y a également la conférence donnée à Yaoundé par le ministre des Affaires sociales à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées. On aura la journée de l'enseignant célébrée ce samedi. Tiens, les enseignants, on verra bien ce qu'il en est, la conférence de presse du syndicat national des journalistes du Cameroun, le SNJC, et bien d'autres sujets dont on parlera. Christian, j'en viens à vous. Donc, vous avez donné une conférence de presse cette semaine. Oui. Quelles en étaient les raisons? Les raisons sont multiples. Elles sont multiples. Ici, il faut les étayer. Ici, allons-y, on a 90 minutes, je vous l'ai dit. Ok, très bien. En réalité, c'est quoi? Mon cabinet, qui est un cabinet légal reconnu au Cameroun et qui fait des prestations dans le négoce, dans les relations publiques, avait saisi, n'est-ce pas, le ministère des Relations extérieures dans l'optique d'organiser, n'est-ce pas, un séminaire atelier les 14 et 15 18 mai 2018 dans les locaux de l'ambassade du Cameroun à Paris. Vous voyez, beaucoup de nos frères et amis qui sont là-bas ont perdu les repères, sont limités à l'information. Et on s'est dit avec le MIREX qu'on devrait, n'est-ce pas, pendant la période du 20 mai, vous savez, pendant la période du 20 mai, beaucoup de Camerounais sont présents, les mobiliser et les édifier là-dessus. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, pour atteindre nos objectifs, il va falloir qu'on puisse toucher un ensemble de départements ministériels. Ce qui a été fait, on avait par exemple l'API, on avait le MIREX, on avait le MINFI, on avait le MINCAF, en fonction des besoins et des réalités. Et c'est comme ça qu'on a préparé donc ce voyage ô combien important. Et le 15, donc maintenant, il était en question qu'on puisse, en tant qu'initiateur de projet, aller, n'est-ce pas, respecter la réglementation en matière de dépôt de dossiers de visa à l'ambassade de France. C'est ce qui a été fait. Et en dehors de ce dépôt qui n'est que normal, nous avions saisi monsieur l'ambassadeur du Cameroun à Paris, qui a saisi à son tour monsieur l'ambassadeur de France à Yaoundé. Ça, c'est 2018. 2018, en prélude de l'élection présidentielle 2018. Et il a saisi, malheureusement, on n'a pas eu de retour de l'ambassade. Le chargé des affaires consulaires au MIREX a fait une note verbale. Monsieur Dibita, la note verbale, c'est la caution, c'est le laisser-passer. Et. Note verbale, c'est un document. C'est un document. C'est un document où le ministre fait des compliments à M. l'ambassadeur en lui précisant l'objectif, le but, pourquoi il permet à ce que l'État du Cameroun s'engage, une forme de garantie. De garantie, voilà. Sur les personnes. Justement. Et voyez-vous, malgré cette note verbale, l'ambassadeur de France ne nous a pas délivré de visa. Le projet a capoté, le projet a foiré. Et on a saisi l'ambassade de France, on a saisi le MIREX qui nous a dit, écoutez, le projet est hyper intéressant, nous ne savions pas les raisons, les mobiles pour lesquels on a refusé le visa. On a saisi la présidence à l'époque, c'est-à-dire que pas personne interposé. On nous a dit, les visas, c'est une question de souveraineté des États. Vous voyez, on ne peut pas s'interposer, on ne peut pas... Bon, on a dit, ok, c'est pas grave. Et
Et c'est comme ça que le projet a foiré. Mais l'image du cabinet a été salie. Parce que du niveau de l'ambassade du Cameroun à Paris, il y avait un communiqué que M. l'ambassadeur avait sorti pour sensibiliser toute la diaspora pour cet événement aussi important. Et il y avait cette note-là. Alors, juste après cela, j'ai des partenaires qui ont estimé que je n'étais pas sérieux, que je n'étais pas crédible, que je bluffe. Ah ouais. Voilà, et tous ceux qui venaient des autres pays, n'est-ce pas, ont estimé que c'était du gâchis, c'est une perte de temps, qu'on n'était pas sérieux. Ça a des répercussions même sur mes affaires ici au niveau de Douala. Et quand j'expliquais à tous ceux qui voulaient bien comprendre ce qui s'est passé, les gars me disaient mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'on peut préparer un projet aussi important comme celui-là, concernant la diaspora camerounaise, et puis on retrouve un refus total. Bref, voilà ce qui s'est passé. On a dit, bon, d'accord, on va donc programmer d'autres événements. Et ce qu'il fallait dire ici, c'est que ce projet avait, ce projet de séminaire atelier avait eu lieu bien avant le projet, n'est-ce pas, que nous avions fait en Istanbul. À la foire d'Istanbul, parce que nous sommes allés en 2007 à Istanbul, avec toujours nos amis de la Chambre de commerce de Istanbul. Et là-bas, on a pu comprendre, c'est là-bas qu'on a vu, en fait, ce manquement, cette carence, ce déficit qu'il y avait entre nos amis et frères de la diaspora. Et c'est comme ça qu'on a dit, bon, ok, on peut se projeter dans un projet pour Paris, Canada. Paris était comme un point, on devait faire en Afrique, en Europe et un peu partout pour rassembler et édifier nos compatriotes de la diaspora. Malheureusement, c'est cette année-là où il y a eu le chaos à l'ambassade, le saccage de notre ambassade. Exact. C'est ce jour, je ne sais 2018. pas. 2018. Je ne sais pas, une année vraiment pathétique. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On n'a jamais compris pourquoi l'ambassade nous a refusé cette opportunité, avec toutes les garanties, avec toutes les assurances qu'il y a le projet. Vraiment, c'est une affaire très difficile à comprendre. Et c'est pour cela qu'on s'est dit, bon voilà. Essayons de repartir pas à pas. D'abord, qui sont les personnes qui étaient dans votre délégation, qui étaient supposées dans votre délégation? Quels sont les profils pour comprendre un peu? Il n'y avait que moi et mon collaborateur. D'accord. Oui, qui étaient là. Nous ne sommes que deux. Là, nous ne devons pas aller là. On peut la jouer là. C'est les deux. Or, les autres, c'était les autres départements ministériels. Le MINCAF, avec un représentant, l'API, le MINFI. Qui devait partir avec nous. Voilà. Les officiels camerounais. Camerounais. Alors que Intermed, c'est moi et mon collaborateur, parce qu'on ne pouvait pas. Et Intermed s'occupait de tout à l'ambassade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Intermed arrivait à s'occuper de la logistique. Ok. Parce que l'ambassade du Cameroun n'avait pas d'argent. Bien sûr. Intermed devait s'occuper de la logistique. Non, il ne faut pas dire que du moins, il n'y a pas de budget pour cette activité. Ouais, je parle, mais est-ce que ceux qui sont à la maison. Non, pas que l'ambassade n'avait pas d'argent. Non, quand je dis qu'il n'y a pas. Parce que je dis qu'il n'y a pas de budget, ceux qui sont à la maison ne pourront pas bien comprendre. Il n'y a pas de budget pour cette activité. Voilà. Ou alors il n'y a pas d'argent pour cette activité. Voilà, très bien. Donc il n'y a pas d'argent pour cette activité, je me rectifie. Et on a dit, bon voilà, le cabinet a dit, bon voilà, on peut s'investir parce que on a la salle déjà, il faut juste regarder un peu de logistique et puis voilà, se lancer. Et c'était ça l'enjeu pour nous. Malheureusement, le projet n'a pas eu lieu et à ce jour, je n'ai jamais eu l'aide d'excuse de l'ambassade, on n'a jamais eu même une correspondance. En 2018, aujourd'hui, je veux dire même dans les échanges de couloirs, vous n'avez pas eu un retour, même non officiel de l'ambassade sur les raisons qui ont pu motiver? Jamais eu, mon très cher, jamais eu. Jamais eu. Vous voyez un peu ce genre de mépris qu'un État a pour notre État. C'est carrément incompréhensible. Mais pourquoi vous mettez votre initiative, j'ai failli dire personnelle, même si vous aviez dans votre escarcelle quelques officiels, sous le couvert, je veux dire, pourquoi vous estimez que c'est l'État du Cameroun qui est dans cet engagement, alors que c'est une initiative qui est vôtre? Non, en fait, c'est quoi? C'est que lorsqu'on a le projet, c'est l'État qui achète le projet. Il y a une direction de la diaspora, comme c'est la direction extérieure. C'est cette direction qui achète le projet, qui estime que c'est hyper intéressant. Et voilà, il va falloir qu'elle s'y engage. C'est ça l'enjeu ici. On ne peut pas se permettre de faire un tel projet, parce qu'il y a des garanties. Parce qu'on savait très bien que si on veut faire un projet qui concerne la diaspora camerounaise et dans les locaux de l'ambassade du Cameroun, il faudrait absolument que l'État s'implique. De l'autre côté, aviez-vous déjà contacté
les Camerounais qui devaient participer à cet événement-là. Oui. Vous avez-il déjà donné... Bien sûr, puisque l'ambassadeur du Cameroun en France a fait un communiqué que j'ai avec moi, un communiqué où c'était intitulé « Mesdames et messieurs, vous voulez faire dans ceci, vous voulez faire dans ça, vous voulez faire dans ça, vous voulez faire dans ceci, vous voulez vous intéresser dans ceci, il y a un cabinet qui viendra avec une délégation ministérielle du Cameroun pour dire dans ce sens. Mon cher frère, nos frères de la diaspora sont limités à l'information. Ils n'ont pas toujours la bonne information. Absolument. Vous savez, ils sont beaucoup plus dans les réseaux sociaux. Alors nous, on a dit, bon, voilà, on va les abreuver sur place, on va aller sur place, n'est-ce pas, les renseigner, les édifier. C'est une très bonne chose. Et voilà, malheureusement, qui n'a pas reçu l'assentiment de l'ambassade du Cameroun, l'ambassade de France à Yaoundé, voilà. D'accord. Voilà. Alors, entre-temps, les ambassadeurs ont changé. Hein, l'ancien de 2018 et celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, désormais, son Excellence Marchand. Oui. Avez-vous essayé de vous rapprocher à nouveau de l'ambassade, éventuellement? Non, je ne l'ai fait pour quel objectif? Bon, juste pour savoir. On avait écrit 1, 2, 3 fois, ils n'ont pas répondu. Avez-vous déjà organisé, avant cet événement, des activités en France? Vous aviez eu des accords? Non, non. C'était la première? C'est la première, parce qu'on était parti d'Istanbul pour organiser un truc en 2018. D'accord. On s'est dit, bon voilà, ça a prévu la présidentielle de 2018. Okay. On peut édifier le Camerounais, nos frères, n'est-ce pas, sur ensemble de choses. Et dans l'espace Schengen, Union Européenne, avez-vous déjà organisé d'autres? Non, c'est le tout premier projet. Tout premier, parce qu'on se disait, bon voilà, après la France, c'est pour ça qu'on a sensibilisé tous les pays Union européenne. C'est-à-dire que l'ambassade de la France était un peu comme le pilier du projet. On devrait, et c'est l'ambassade de France qui devrait, n'est-ce pas, convier, n'est-ce pas, tous nos frères qui sont dans ces autres pays-là. C'est eux qui devraient, n'est-ce pas, faire le plein de la salle. Et c'est par rapport aux besoins et aux préoccupations de nos frères de la diaspora. D'accord. Voilà. Prenons peut-être le premier reportage de cette émission, puis on revient juste derrière pour la suite. Les enjeux de la sécurité aérienne dans la sous-région Afrique centrale sont au cœur de la 6e session ordinaire du comité des ministres de l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale. Session qui se tient ce 4 octobre 2024 à Douala. La commission de la CEMAC, après 30 ans d'expérience au service de l'intégration sous-régionale en Afrique centrale, ambitionne le parachèvement du processus d'intégration économique de la sous-région à travers la mise en œuvre de du troisième axe prioritaire de son programme économique régional, relatif entre autres au développement des infrastructures de transport, dont le volet transport aérien a été confié à la SAS. Cet ambitieux programme vise à terme booster l'accroissement de la mobilité de masse dans notre sous-région et à rendre effective la libre circulation des personnes, des biens et de services nécessaires à la réalisation du marché commun. Les travaux de ce jour sont également marqués par la signature d'une convention de partenariat entre l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale et l'autorité aéronautique du Cameroun. Vous vous souvenez que le Premier ministre, chef du gouvernement, sous le haut patronat du chef de l'État, a inauguré l'année passée l'école de formation de la Cameroun Civil Aviation Authority. C'est donc une école qui a des infrastructures importantes, des infrastructures modernes et qui est agréée par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Nous nous réjouissons donc de cette reconnaissance qui est déjà là, mais maintenant de l'ensemble des États de la CEMAC qui nous font confiance, qui font confiance au Cameroun pour toute leur formation technique. Nous allons donc travailler avec l'agence pour développer un certain nombre d'outils pédagogiques, de mallettes communautaires que nous allons dispenser à l'ensemble des techniciens de la sous-région. C'est un label en matière de sécurité aérienne qui est délivré par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Et de ce fait, la CEMAC et la SAC a signé donc avec la civile, avec la CCA, cette convention de partenariat pour promouvoir la formation des personnels techniques de la communauté à travers cette école. Les ministres de l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale ont, entre autres, examiné le projet de budget qui sera bientôt soumis au Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale. Christian Niézé, entre 2018, donc, ou du moins, passer ce refus, d'abord la procédure a pris combien de temps entre la demande de visa et le rejet?
et la non-réponse, si vous voulez. Non, je dis que non, il n'y a même pas eu le temps, parce que si vous parlez de temps, c'est un peu, ça va un peu compliqué, ça va un peu élargir un peu les choses. Elle dit quoi? Ça veut dire que le jour du départ. Ok. Ah, d'accord. Le jour du départ, parce que c'était du 15 au 18 au 20 mai. Okay. Le 15, nous allions dans l'ambassade avec. C'est pas nous qui transportions, n'est-ce pas, la note verbale. Okay. C'est le Mirex qui vient la note verbale. Pour dire, avec les deux passeports, écrit avec nous le passeport dessus. Voilà, c'est ce qu'on dit. Bon, voilà, nous, on n'a pas eu de visa. On attend le lendemain, parce qu'on devrait déjà partir pour mettre sur pied, organiser un peu, de façon structurelle, un peu les choses. On n'a pas eu de visa. On a le projet à capoter. Et voilà, Et vous l'avez dit, aucune réponse jusqu'à aujourd'hui. Aucune réponse aujourd'hui. C'est une grosse injustice. Alors, c'est une grosse injustice qui doit être réparée. Alors, vous êtes retourné au MINRES après? Bien sûr, le MIREX nous suit. Ils maîtrisent très bien de quoi nous parlons. Ils sont informés de tout ce que nous faisons. De tout ce que vous ont-ils dit là-bas? Vous savez, c'est un ministère assez stratégique et sensible. Ils ont joué leur rôle qui consistait, n'est-ce pas, à nous édifier, à nous accompagner. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Et maintenant, ils ont dit que les questions de visa sont des questions de souveraineté des États. Et là, vous ne pouvez pas les en vouloir. Parce que c'est en fait ça la vérité. Alors, nous, on a essayé de regarder la convention. Il y a une convention entre les deux États signée. On a regardé la convention, on s'est rendu compte que même dans la convention, ce que le Mirex nous disait, c'est-à-dire que quand on lit le point 8 de la Convention, on comprend en réalité que ce que le Mirex disait était fondamental, était sérieux. Et donc le Mirex nous a dit, bon voilà, on va continuer, on va se lancer dans d'autres projets pour édifier nos amis de la diaspora. Il y a certains membres, certains départements ministériels, que je ne vais pas citer, qui ont dit qu'ils pensent que l'État devrait acheter ce projet et voir et désormais l'implémenter dans les différentes ambassades. D'accord. Quelles sont les démarches, entre-temps, ou du moins après cela, qui ont été faites, qui c'est peut-être pour essayer de comprendre et peut-être avoir de nouveau, ou alors avoir fait des demandes de visa à nouveau pour voir si l'événement peut avoir lieu? Quelles sont les actions qui ont été menées? Disons que nous avons pris la peine, n'est-ce pas, de saisir le Mirex. Okay. Pour les informer à travers une séance de travail que nous souhaiterions faire avec M. l'ambassadeur du Cameroun à Paris avant de se projeter dans le projet, parce que nous avions estimé que beaucoup de Camerounais ont été déçus et d'un coup comme ça on ne peut pas réunir leur voix pour leur dire écoutez, nous revenons pour la deuxième fois. Beaucoup ne comprendraient pas, beaucoup ne vont même pas croire à cette nouvelle initiative. On s'est dit, on ferait une demande avec pour objet une séance de travail avec M. l'ambassadeur du Cameroun à Paris pour aller discuter, échanger avec quelques de la diaspora là-bas, leur expliquer qu'est-ce qui avait failli, qu'est-ce qui n'a pas marché pour le premier projet, et les rassurer pour leur dire écoutez, ensemble planifions notre date à laquelle on va relancer ce projet et vous allez refaire la même chose que vous avez fait, c'est-à-dire mobiliser, n'est-ce pas, nos compatriotes en leur expliquant la vérité. Quel était le potentiel des Camerounais mobilisés de l'autre côté? Il y a des médecins, des ingénieurs, bref, c'était l'élite, la crème de la diaspora. En termes de nombre? En termes de nombre, oui. Environ combien de personnes? Environ 300 personnes. Ok. 300 personnes. Et c'est vraiment du costaud, du sérieux, vraiment. Je parlais beaucoup de regrets avec les larmes aux yeux. C'était vraiment du sérieux. On se disait qu'on devait frapper un bon coup pour édifier au moins cela. Parce qu'il y a une sensibilisation qui était faite. Absolument. Oui. Et il y avait des réunions qui sont tenues cumulativement, on dit simultanément à l'ambassade du Cameroun à Paris, comme au Mirex, avec des rapports où on s'échangeait. Et il arrivait même qu'en termes de cohésion, on regardait les mêmes thématiques, on les harmonisait, on les modifiait pendant les séances. Mais est-ce que le fait d'être allé à l'ambassade, la veille, il y a quelques jours de l'événement, vous ne pensez pas que c'est un élément qui n'a pas plaidé en votre faveur? Non, pourquoi? Si vous devez être à l'ambassade, si vous êtes en France, si l'événement d'avoir le 18, je crois, le 18 au 20, et que vous y allez le 15, c'est pas assez juste? Demande de visa? Non, c'est pas assez juste. Temps d'études? Non, parce que le Mirex, qui cautionnait un peu le projet, nous a dit écoutez, nous, on va gérer ça, parce que nous, ici, on a leurs habitudes. Voilà. Parce que
ce qu'il faut dire, c'est que le MIRES est quand même c'est le patron de la diplomatie camerounaise. C'est le patron. C'est-à-dire qu'on peut encore avoir des doutes si ça venait d'un autre ministère, mais quand c'est le patron de la diplomatie camerounaise, on peut au moins dire voilà. En disant qu'en tant que ministère de la souveraineté, le président étant le patron de la diplomatie, le ministère est l'organe technique. Voilà, je vais dire que c'est l'organe technique qui bénéficie de cette délégation-là. Donc ils ont dit non, écoutez, gérons d'abord le projet, parce qu'il n'y avait aucune urgence à l'étau. Les équipes de Paris, la logistique. En fait, lui-même, il était certain que. Très bien. Oui, c'est pour cela que, monsieur l'ambassadeur, vous voyez, quand un ambassadeur du Cameroun à Paris crée un autre ambassadeur, avec un mail que j'ai, encore aujourd'hui, vous voyez que ça n'est pas très compliqué, il vous dit délivrer en extrême urgence les visas à ces gens-ci, parce que j'attends ici, parce que j'ai un élément important ici dans les locaux de l'ambassade où j'ai mobilisé, vous voyez le mépris, vous voyez ce qui se passe. Donc ça nous a beaucoup découragés, mais on a dit bon voilà, on va continuer quand même, puisque l'objectif était de mobiliser. Si on n'a pas pu mobiliser nos compatriotes de ce côté-là, on peut mobiliser d'autres compatriotes d'autres pays. Il y avait d'autres Camerounais également ici, hommes d'affaires et autres, qui partaient avec vous? Non. C'est essentiellement des officiels? Oui, ouais, essentiellement des officiels. Environ combien de personnes? Environ 8-9 personnes. Ok. 9 ministères, 4 départements. C'était vraiment quelque chose d'assez costaud. Relations extérieures. API. Ok, l'agence de la promotion. Voilà, MINCAF. Cadastre, affaires foncières. MIPME pour la question des entreprises. MINCAF pour les titres fonciers. Bref, il y avait le domaine. Il y avait beaucoup de. Il y avait au moins ça. Absolument. Voilà. Alors, passé la déception, vous avez pris un coup, mais je veux dire qu'entre 2018 et aujourd'hui, pourquoi vous symbolisez, parce que j'en viens à votre démarche, Nicolas Sarkozy comme étant le porteur de ce refus? Je veux dire qu'aujourd'hui, vous faites de ça, Nicolas Sarkozy persona non grata. Entre 2018 et aujourd'hui, on a eu Emmanuel Macron qui est d'ailleurs... Oui, qui est toujours en fonction. Qui est arrivé en visite officielle ici. Il s'est même permis, avec beaucoup de joie, de faire quelques pas de danse du côté du camp noir. Bien sûr. Ben, je veux dire que pourquoi c'est Nicolas Sarkozy alors que vous auriez pu demander pareil pour Emmanuel Macron ou quelques autres officiels? On a eu des missions économiques françaises au Cameroun entre-temps. Pourquoi lui? Oui, mais on a eu des missions, je réponds à l'inverse de la question, à la deuxième partie de votre préoccupation. La première déjà, ce qu'il faut dire, c'est que M. Nicolas Sarkozy ne vient pas au Cameroun en tant qu'ancien chef d'État, il vient en tant que propriétaire d'un cabinet de lobbying, pour faire du lobbying pour les milieux d'affaires français. D'accord. C'est ça l'enjeu aussi. Et à ma connaissance, je n'ai pas observé un cabinet de lobbying français qui soit venu ici pendant les 5 dernières années pour faire le lobbying pour les milieux français. Et ce que nous demandons, bien ce que nous déplorons, c'est qu'au nom de quoi on devrait donner le visa à ce cabinet de lobbying et refuser le visa à un autre cabinet de lobbying qui voulait faire la même chose. Parce que nous avons fait le lobbying pour les milieux camerounais, la diaspora, parmi les cabinets d'affaires. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? C'est ça notre préoccupation. C'est ça l'enjeu pour nous aussi. L'ancien chef d'État français, on n'a rien à voir là-dessus, mais on dit non à cet avocat d'affaires qui vient faire du lobbying pour le milieu français au Cameroun. C'est ça qui nous intéresse ici. Bon, c'est vrai que assez rapidement dans ma tête, j'essaie de s'opposer entre l'enjeu majeur, parce qu'évidemment, du lobbying, c'est pour trouver... introduire les entreprises françaises au Cameroun. Évidemment, et vice-versa, qui c'est peut-être permettre aux hommes d'affaires camerounais également de faire des affaires avec leurs partenaires français. Et j'ai essayé de trouver justement sur le plan de la valeur économique, qu'est-ce qui a plus de résonance? Est-ce que le Cameroun prendrait le risque de se dire, parce qu'on a une mission qui a échoué, on ne ferait pas cette autre mission qui vient quand même avec un capital important dont on a besoin? Non, ici, il ne s'agit pas de prendre le risque. Ici, c'est un problème de considération, de respect. D'accord. Ce n'est pas le cabinet intermédiaire a été humilié, certes, mais c'est le Cameroun qui a été humilié, qui a été vilipendé. C'est le Cameroun qui a été marginalisé. C'est le Cameroun, ce n'est pas le cabinet intermédiaire. C'est vrai que le cabinet intermédiaire, c'est un cabinet camerounais qui paye les droits et taxes, exerce au Cameroun depuis 2017, mais c'est le Cameroun qui a été humilié. Et vous savez qu'en matière de diplomatie, il y a ce qu'on appelle la réciprocité entre les États. Bien sûr. C'est de ça qu'il s'agit ici. C'est ce précédent. Parce que si aujourd'hui, il adviendrait que le Cameroun donne le visa à cette délégation, à cet avocat français et sa suite, ça pourrait poser un précédent.
On va se dire, bon voilà, en telle année, il y a eu une histoire pareille qui n'a pas été gérée, et comment est-ce qu'on fait? Et c'est dans les archives déjà, c'est partout, c'est connu déjà. Donc je pense que le Cameroun n'a pas intérêt à le faire, parce que nous sommes un cabinet qui paye ses droits, qui est à jour ici sur le plan fiscal. D'ailleurs, je vous rappelle que M. Nizé était candidat aux élections consulaires qu'il y a eu il y a quelques semaines. M. Nizé a été chargé de la relations publiques au consulat honoraire de la Suisse à Douala depuis 2016. Je connais un peu comment ça se passe. Absolument. Donc, on ne peut pas humilier un compatriote, puisque le président de la République exerce la souveraineté du peuple à travers le citoyen que je suis. Si le président de la République se permet de donner le visa à cet avocat français, je crois que ça pourrait poser un autre problème. Un précédent. Et on se réserve encore, parce que nous observons encore, on a fait un point de presse pour sensibiliser, pour informer, pour édifier. D'accord. On va revenir sur les actions dans une minute. Ouais. Le temps peut-être de prendre le deuxième reportage. On va parler du MINAS, le ministère des Affaires sociales, qui a entretenu évidemment les personnes âgées à l'occasion de leur journée internationale. D'accord. Ce 1er octobre, les personnes âgées sont en vitrine. À l'occasion de la journée qui leur est dédiée, le ministre des Affaires sociales revient d'emblée sur les enjeux d'une telle commémoration. La journée internationale des personnes âgées permet au pouvoir public et à la société civile d'organiser des activités, de mobiliser les ressources et de mettre une emphase sur les enjeux liés à leur inclusion. Aussi, c'est non seulement une action, mais une opportunité visant à faire entendre la voix des personnes âgées et à valoriser leurs compétences. Face aux multiples challenges auxquels les personnes âgées sont confrontées, un train de mesures est mis sur pied pour assurer leur épanouissement, notamment sur le plan administratif. La Déclaration universelle des droits de l'homme, le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. En outre, il existe un document de politique nationale de promotion et de protection des personnes âgées qui constitue une boussole sur les actions à mener et un outil de sensibilisation sur les problématiques liées à cette composante. À ce document de politique est adossé un plan d'action national pluriannuel en cours d'actualisation qui identifie les 5 axes prioritaires sur lesquels les différents acteurs sectoriels doivent orienter leurs actions. Sauf qu'à cet arsenal juridique, il faut y ajouter des actes. Pauline Irène Guéné décline les actions à mener en leur faveur. Nous devons sensibiliser les communautés sur le respect de leurs droits humains, sociaux, économiques, politiques. Encourager les personnes âgées à une participation citoyenne au développement socio-économique. Éduquer l'opinion sur les changements de conception de l'inactivité et de l'improductivité. Promouvoir les rôles essentiels qu'elles sont appelées à jouer dans la société. Renforcer les systèmes de soins et de soutien afin de leur offrir des infrastructures adéquates. Créer des possibilités de travail décent. Une interpellation à l'endroit de tous les acteurs de la société, notamment les partenaires nationaux et internationaux. Plusieurs activités sont prévues sur l'ensemble du territoire national à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées. Alors je reviens à la question, pourquoi avoir attendu donc tout ce temps-là, 2018-2025, simplement à cause de l'annonce de l'arrivée au Cameroun de Nicolas Sarkozy? Non, je voulais apporter une petite précision. Je voulais dire ici qu'avant la mission de Paris, mon proche collaborateur qui nous suit en ce moment, M. Guillaume Samba, avait déjà fait un tour à Bruxelles, en France, à Paris déjà, dans le cadre d'autres événements. D'accord. Et c'est dans cette optique que nous avions dit, bon voilà, on peut aller, on peut gérer cette situation. Donc, M. Nana, qui nous suit en ce moment, avait déjà fait un tour de ce côté. Bon, maintenant, la préoccupation, vous dites que pourquoi? Pourquoi maintenant? C'est pas une histoire de maintenant. D'accord. Je l'ai dit, pour nous, c'est un cabinet lobbying qui vient. Ok. C'est pas une affaire, on n'a rien à voir avec Nicolas Sarkozy. Rien à voir avec lui, là, il ne nous intéresse pas. C'est un cabinet de lobbying qui vient faire le lobbying pour un milieu français, pour les milieux français ici. Voilà. Et on s'est dit, bon voilà, si en 2018, on n'a pas pu le faire pour nos amis et frères de la diaspora,
Au nom de quoi on donnerait un visa à une délégation d'hommes d'affaires pour venir faire du lobbying pour le milieu français? C'est ça qui nous intéresse. Entre-temps, donc, quelles sont les actions, autres en dehors des couloirs diplomatiques, que vous avez menées pour, qui sait peut-être, faire entendre votre voix, demander réparation et justice, et surtout pouvoir reconquérir cette opportunité? Nous avions fait ce point de presse d'abord pour sensibiliser, édifier, n'est-ce pas, les Camerounais et même cette ambassade de France, afin qu'ils comprennent l'enjeu ici pour nous. Et nous avions saisi le MIREX à travers une correspondance qui est intitulée, qui a pour objet opposition de délivrance de visa à l'ex-président français et sa suite. Et c'est pas un secret ici. Le MIREX nous a dit que notre préoccupation était tellement importante et que la suite réservée à cette correspondance sera connue dès que possible. Nous avions... Ça date de quand? Pour savoir un peu... Ça, c'est il y a quelques semaines, le 12 septembre, là. D'accord. Voilà. Ça veut dire que la situation est préoccupante. Ça veut dire qu'ils ont trouvé un intérêt à ce que nous avions, à ce que nous disons. Maintenant, nous avions saisi la haute hiérarchie pour les informer des actions que nous comptons mener. Et nous allons faire le point de cette situation en leur disant que voilà ce que nous voulons faire et voilà ce qu'on fera au cas où vous entêtez, n'est-ce pas, à pouvoir donner les visas à cette délégation. Donc voilà ce que nous comptons faire. Nous sommes dans la sensibilisation d'abord. Il y aura notre point de presse qui sera certainement dans une des villes du Cameroun, toucher encore et expliquer les enjeux à notre haute hiérarchie. Et on va, après cette étape-là, aller plus loin et prendre les dispositions qui s'imposent pour que ce préjudice soit réparé. Alors, indépendamment de toutes ces démarches, que ce soit l'ancien ou l'ambassadeur qui arrive après, l'avez-vous au moins rencontré déjà en dehors de... Non. Tout au moins à l'occasion d'une cérémonie au Cameroun? Non. Aucun autre contact? Jamais. Vous avez pris l'initiative ou alors vous n'avez pas voulu prendre l'initiative ou alors vous l'avez fait et vous n'avez pas eu de retour non plus? Je n'ai jamais pris l'initiative. D'accord. Parce que pour le faire, même la première initiative, c'est parce qu'il y avait un projet. Ce n'était pas une histoire de se balader en France, c'est parce qu'il y avait un projet, parce qu'il y avait un objectif à atteindre. Bon, maintenant, si on réussit avec le MIREX à lancer la deuxième opération de ce projet, on pourra, pour éviter le fiasco la dernière fois, peut-être s'aventurer dans une telle initiative. D'accord. Alors, je vais dire l'un des arguments, s'il y en a d'autres, vous nous direz, c'est parce que le cabinet de lobbying conduit par Nicolas Sarkozy, il faut interdiction systématiquement. Oui, parce que nous sommes deux cabinets. Nous travaillons tous pour faire la même chose. Ok. Nous venons, parce que ce qu'il vient faire, c'est ce que moi j'avais fait en 2018, avec l'appui de l'État du Cameroun. J'ai oublié notre ministère des Marchés publics. Oui, vous savez, il y a des appels d'offres ici, qui sont restreints à l'international. Beaucoup de gars veulent s'émissionner. Et après, ils se disent, mais c'est une affaire d'entre eux, des copains, des amis là-bas. C'est ce qu'on voulait en fait bannir la tête de nos compatriotes. Qu'un projet de telle envergure soit barré comme ça, d'un coup, par une ambassade qui n'a pas compris les enjeux, jusqu'aujourd'hui, je n'en reviens pas, ça m'étonne vraiment. D'accord. Vous avez donc fait le point de presse. Oui. Vous avez annoncé que vous ne voulez pas. Avez-vous informé le MIREX, l'un de vos principaux partenaires administratifs, gouvernementaux, sur votre position? Qu'a-t-il répondu? Non, déjà, on a saisi le MIREX une seule fois pour la correspondance de l'opposition. Okay. Et elle a décliné la réponse. En tout cas, la réponse qui vient de tout à l'heure, c'est ce qu'elle a mentionné dans le courrier. La France est souveraine? Non, elle nous a dit que notre préoccupation est importante. D'accord. Et qu'elle va nous accorder, en tout cas, que la suite réservée à cette préoccupation nous sera communiquée dès que possible. D'accord. C'est ce que le MIREX a dit. Et maintenant, on a dit, bon voilà, pour que ce soit une affaire du MIREX seulement, il faudrait qu'on aille toucher certaines sensibilités. Parce que les gens pourraient nous qualifier, ou bien pourraient penser que nous avons une posture d'anti-français, par exemple, et mélanger le fait d'y J'allais y arriver, bon. Voilà. Mais nous, on a dit non, il faut clarifier ça, en invitant les médias, en leur expliquant les enjeux, en leur distribuant une copie du projet, afin qu'ils comprennent pas, afin qu'ils soient bien édifiés, qu'ils comprennent très bien de quoi est-ce qu'il est question. Voilà la première étape. La deuxième étape, il faut un point de presse, vous sensibiliser, et après, maintenant, on va donc frapper dans la légalité. Voilà. Donc, ce qu'il y a à le faire, c'est que nous allions, nos équipes déjà sont en train de vouloir saisir le MIREX
pour les informer de la tenue du point de presse qui a eu lieu le 30 septembre et des résolutions qui ont été prises. Après cette information, on va un peu attendre, parce qu'on suppose qu'ils peuvent nous rappeler, ou bien qu'ils peuvent nous dire, bon écoutez, cette histoire, on peut ranger ça, par rapport à l'image du Cameroun, est-ce qu'on peut voir comment est-ce que vous pourriez programmer un autre projet dans ce sens, on se rattrape. Mais s'il n'y a pas de réaction de la tutelle, en tout cas, de ceux qui ont... Justement, je voulais en venir, quels sont vos moyens? Je vais dire, vous avez saisi, mais je veux dire, vous, en tant que... Vous avez... Le tout n'est pas le dire, Nicolas Sarkozy, personne non grata. Maintenant, je présume que vous avez des moyens d'exprimer de façon matérielle, de façon pratique, votre position. Je suis un lobbyiste, je n'ai pas dit... Vous n'avez pas au plateau. Vous n'avez pas là à l'ambassade du Cameroun en France et dit, ces messieurs-là, ne leur donnez pas de visa. Je suis un lobbyiste et je n'ai pas chez un plateau comme celui-ci, il y a un plateau de stratégie, mais nous n'allons pas le laisser faire. Nous allions faire ce qu'il y a à faire. D'accord. Et nous allions démontrer, n'est-ce pas, à ceux qui n'ont pas compris l'intérêt de ce projet, qu'ils ont agressé le Cameroun, qu'ils ont poignardé le Cameroun, et en poignardant ce cabinet, qui ne voulait qu'aller édifier, n'est-ce pas, nos compatriotes. Et nous interrogeons d'ailleurs le chaos de ce qui s'est passé à l'ambassade en 2018, parce que sincèrement, quand je vais voir les amis, les proches qui ont une autre vision, ils me disent, mais ton affaire est une affaire politique, les gens avaient déjà planifié, je n'accuse personne sur ce plateau, mais les gens avaient déjà planifié leurs affaires. On avait vu un bon monsieur qui s'est levé un matin pour dire qu'il va édifier les gens, quand les gens ont d'autres choses. Préoccupations, voilà. en pleine période, justement. Voilà pourquoi est-ce que ça attend les présidentielles pour le faire, voilà. Alors, si les gens ont vu ça sur ce prisme-là, sur cet angle-là, vraiment, je suis désolé, nous, on allait de tout cœur pour... Mais justement, mais je veux dire, quels sont les éléments que vous avez pour ne pas... parce que ça interroge quand même. Ça interroge. C'est-à-dire que 2-3 personnes, en pleine, et tout le monde connaît l'environnement, le contexte de cette période-là. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'effectivement on a perçu cet aspect, parce que le tout n'est pas de dire que c'est une mission économique. Un bon pays de diplomatie, un pays averti, certainement que la France a essayé d'étudier la question sur tous les aspects. Quels sont les arguments que vous portez pour dire effectivement ce n'était pas forcément un mouvement de mobilisation politique bien caché sous le prétexte d'une mission économique? Monsieur Dubsa, on va passer à votre question. Nous sommes un cabinet de lobbying et le MIREX, c'est un ministère des Affaires étrangères. Bien sûr. Et au sein du MIREX, il y a un service qui s'occupe de la diaspora et des Camerounais à l'étranger. Alors, une fois que ce service porte le projet, il n'y a même plus lieu de s'interroger, ou bien de poser la préoccupation, de poser, n'est-ce pas, la question. Vous voyez un peu? Absolument. Si, cette mission diplomatique nous a refusé de donner le visa avait des appréhensions de choses à... Je crois que dans une démarche normale, cette mission devrait nous convoquer. Je lui ai dit, écoutez, nous avons des soupçons par rapport à cette mission de Paris, expliquez-nous très bien de quoi est-ce qu'il est question. Je vois qu'ils ont un service de renseignement là-bas, ils sont mieux aguerris pour mieux nous interpeller dans ce sens. Mais ils ne l'ont pas fait. Et s'ils ne l'ont pas fait, ça veut dire qu'ils redoutait quelque chose. Ça veut dire qu'il y avait autre chose en dehors de ce que nous allions faire là-bas. Avez-vous connaissance que c'est peut-être d'autres missions de ce genre qui ont peut-être eu lieu finalement dans le même cadre? Non, je n'ai pas de connaissance, mais d'après mes informations, puisque j'ai des amis, j'ai des proches qui sont là-bas, depuis 2018, il y a des missions économiques qui viennent. D'accord. Mais il n'y a pas de cabinet de lobbying qui viennent leur parler. Parce que la différence ici, c'est quoi? C'est que c'est un cabinet qui était à la tête. Voilà. Parce que vous avez des missions de prospection économique. On vient prospecter, on fait des réunions pour définir les modalités, on cherche un corps de métier précis, une activité précise. On dit, bon voilà, pendant la mission, il y aura on appelle ça des échanges B2B. Absolument. Là, c'est la mission de prospection qui prépare. Elle vient en avance et la mission économique vient maintenant. Mais ici, c'est un cabinet de lobbying. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a une problématique. On dit, bon voilà,
sur la base des réclamations, ou bien sur la base, n'est-ce pas, de certaines informations que nous avions. Nous sommes rendus compte que beaucoup de Camerounais décrient et condamnent ceci au Cameroun. Ils disent par exemple, quand ils viennent au Cameroun, pour les titres fonciers, le pays n'est pas sérieux, ils se font arnaquer, on a annulé les titres fonciers, ils ont acheté des terrains, il y a double vente, bref. Absolument. Que le MINCAF, les affaires foncières au Cameroun relève une histoire d'escroquerie. On dit, ok, on note. Vous avez le ministère des PME. Pour créer une entreprise au Cameroun, beaucoup de Camerounais disent que c'est même pas possible. On leur dit non, l'État du Cameroun demande, ou bien vous invite, pour vous qui voulez créer l'entreprise, l'État du Cameroun crée une entreprise en 48 heures. C'est la démarche. Au Cameroun, voilà la démarche. Les gens n'y croient pas à créer une entreprise au Cameroun. Depuis 10 ans, je veux créer une entreprise, on m'arnaque, Voilà le site, vous qui êtes ici. Quand vous voulez créer une entreprise, tapez ici. Vous avez besoin d'être là. Non, vous répond comme ceci. Et vous avez ce pli que vous avez, vous nous envoyez seulement ça. Et votre entreprise est créée, ainsi de suite. Peut-être. Les marchés publics. Vraiment, on a des travaux au Cameroun là-bas, la route la pénétrante est, ainsi de suite. Nous, on a la diaspora, on a l'expertise ici pour le faire, on a des entreprises ici. Pourquoi est-ce que c'est entre les copains, les amis? Vous voulez désormais, voilà les modalités pratiques pour avoir un appel d'offres. Voilà la consistance du marché. Voilà tout ce qu'il faut pour ça. Oh, vraiment, sincèrement, quand on importe des marchandises au Cameroun, là-bas, la douane camerounaise, c'est des bandits, c'est des escrocs. Je me fais estorquer l'argent, je me fais arnaquer l'argent. Désormais, pour importer, vous faites plus escroquer. Voilà la valeur. Voilà. Oh, les impôts, j'ai été redressé. Voilà, vous n'encouragez pas les Camerounais à venir investir au Cameroun parce que vraiment, le Dieu, j'ai ouvert mon truc là-bas, j'ai fermé les portes, pourtant je voulais employer les Camerounais parce qu'il y a trop de redressement, les impôts sont des cons. Voilà, en cas de souci, vous appelez tel service, ainsi de suite. Voilà ce qu'on allait faire. Et sur la base des plaintes. Absolument. Oh, la mission économique, c'est une mission économique. On spécifie les hommes d'affaires, les apports, bref. Mais là, c'est un domaine régalien qu'on allait, n'est-ce pas, explorer. Absolument. Voilà le rôle du cabinet de lobbying. Et un cabinet de lobbying, c'est un cabinet d'influence. Absolument. Voilà, c'est ce que nous allions faire. Mais malheureusement, la France n'a pas voulu. Parlons à présent de la journée internationale des enseignants. C'est célébré ce samedi, dans un contexte, on le sait, hein, les enseignants ne sont pas toujours satisfaits de leur traitement comme fonctionnaires pour ceux qui sont dans ce volet. Du coup, beaucoup d'enseignants partent, tout comme les médecins, on en parle derrière. La destination prisée, l'une des destinations prisées, c'est le Canada. Essayons donc de voir comment est-ce que cette journée s'est célébrée et surtout remettre en exergue leurs revendications. Paré comme il faut pour profiter de la journée qui la célèbre, la journée mondiale des enseignants. Voilà, je pense que j'ai trouvé mon bonheur. La case esthétique cochée, c'est bien mise qu'elle fait son entrée à l'école bilingue Missipo. Direction, son bureau. Présentez-vous, madame. Je suis Annette Missipo, épouse Ndoumbé, enseignante depuis 1988. J'aime à le dire avec emphase, parce que ça fait vraiment longtemps. 34 années de vie passées dans l'enseignement. Maîtresse, directrice et aujourd'hui fondatrice de l'école maternelle Missipo. Elle est vieille quand même, mon école aussi, puisqu'elle date de 1994 que j'ai eu l'autorisation de créer. En faisant le tour de ces bâtiments vides, journée des enseignants oblige, Annette Missipo replonge dans ses souvenirs. J'ai commencé par faire les sciences économiques et quand j'ai fini, j'ai commencé à travailler dans une banque. Seulement à la banque, c'était froid à mon avis. Et dans ce voyage à la découverte de soi et de sa passion, les premières pages sont marquées de rencontres qui ont déterminé la suite de sa carrière. J'ai eu la chance, j'aime à le dire, parce qu'il faut rendre hommage à ces personnes-là qui m'ont prise en main quand j'ai commencé en 1988. Je suis tombée sur des enseignants
chevronnée, mais passionnée avant tout. Et j'ai été prise en main et j'ai compris que j'étais dans mon élément. 34 ans, toute une vie dans l'enseignement, Dame Sipo prend un temps grave pour donner sa définition du mot enseignant. Quand vous exercez ce métier, vous devez le sentir. C'est la raison pour laquelle vous voyez que les enseignants aujourd'hui, et de tout temps, on a toujours dit que c'est le métier ingrat. C'est celui qui donne sans fin. C'est-à-dire qui ne compte pas. Il donne. Il donne. Il reçoit très peu, mais nous avons une autre compensation qui est celle de voir un enfant qui est parti de rien et qui devient un homme demain. Pourtant, sur ce chemin, les difficultés sont nombreuses. Les enseignants ont des salaires bas. Les enseignants n'ont pas de sécurité sociale, ils ne sont pas affiliés à la CNPS. Les enseignants n'ont aucun encadrement dans les écoles. Mais si c'était à refaire, Annette Missipo choisirait encore et toujours l'enseignement. S'il fallait recommencer, peut-être j'aurais même recommencé, j'aurais commencé avant. Je veux dire, c'est un métier gratifiant. Nous mettons notre empreinte. Nous formons les enfants, nous enseignons, nous instruisons, nous éduquons les enfants. Alors oui, on doit célébrer l'enseignement. Heureuse célébration au Seigneur de la Craie. Voilà donc les Seigneurs de la Craie, pour certains, Annette Missipo le disait, qui n'ont pas toujours toute la considération qui est à la hauteur de leur investissement, de leur sacrifice. Les enseignants, évidemment, nous sommes tous des produits des enseignants. Et on parlait de ce phénomène d'émigration. Pas que les enseignants, mais aussi les infirmiers et bien d'autres secteurs d'activité au Cameroun. Seulement, ces deux secteurs sont assez singuliers. D'ailleurs, pour les infirmiers, Québec a décidé de limiter, ou sinon de restreindre définitivement le cas des infirmiers qui partent du Cameroun et du Maroc, singulièrement pour là-bas. Vous y voyez des arguments pour porter effectivement cette position-là? Oui, parce que là, nous parlons de l'afflux des cerveaux dans un pays aussi important comme le nôtre. Je mesure un peu la peine, la difficulté de nos enseignants et de ce corps de métier qui est en souffrance dans notre pays. Mais je pense que tout n'est pas que mauvais. Au même moment, les pouvoirs publics font ce qu'ils ont de faire, n'est-ce pas, pour que ce corps, n'est-ce pas, puisse retrouver ses lettres de noblesse. Mais la vérité, c'est quoi, mon très cher? C'est que beaucoup de gens qui vont dans ces pays-là ne disent pas la vérité. Par exemple, il y a des aspects qu'on cache. Quand on va dans un pays comme le Canada ou bien en Occident, je prends un exemple, par exemple des médecins, par exemple. Quand vous y allez, vous avez 6 années encore de médecine que vous faites sur place. C'est-à-dire que quand vous arrivez, on vous évalue, on évalue vos compétences et on vous renvoie au ministère de l'Immigration. Le ministère de l'Immigration, n'est-ce pas, essaie d'évaluer vos compétences et vous donne quelques compléments pour essayer d'assager ou d'aguerrir, n'est-ce pas, vos compétences. Et vous faites encore 6 ans sur place pour de perfectionnement. Ça, on ne le dit pas. C'est pareil pour les autres corps, que ce soit la médecine, que ce soit l'infirmerie, que ce soit les ingénieurs. Et vous voyez que tous ces corps là-bas sont régis par des ordres. Il y a des ordres des médecins, il y a des ordres des ingénieurs. Et quand vous y arrivez, il faut avoir un certain accord, une certaine option, n'est-ce pas, de ces ordres-là pour y fonctionner. Et ça, beaucoup capitulent, beaucoup se découragent. Mais ça, ils ne vous disent pas. Ils préfèrent y rester là-bas parce qu'ils n'avaient pas la bonne information. Donc je crois que cette fuite de cerveau pose un problème à notre pays. Nous espérons que les politiques sont conscients, sauf si j'espère que c'est pas, ils ne font pas sciemment aussi, que ça n'arrange pas une certaine élite. Parce que si cela arrange une certaine élite, ça posera un problème pour nous autres. Parce que vous aviez des entreprises ici, je crois que c'était l'une des préoccupations du patronat, vous avez des entreprises ici qui recherchent un profil. Et on vous dit que ces profils sont de l'autre côté. Vous aviez
ici là même, les entreprises en dehors, même le secteur privé, même le secteur public, vous avez des hauts fonctionnaires, vous avez des fonctionnaires, n'est-ce pas, aussi brillants que c'est de par l'autre côté. Donc cette fuite de capitaux, cette fuite de cerveau doit nous interpeller tous, et c'est ici pour moi le moment peut-être de lancer un appel, n'est-ce pas, à nos dirigeants, de voir cette affaire, n'est-ce pas, au sérieux, pour ne pas permettre à ce que toutes nos valeurs puissent partir. Et à l'inverse aussi, je connais des Camerounais de la diaspora, de l'autre côté, qui aiment bien leur pays, sont prêts à venir travailler ici, s'ils ont une pitance, un salaire assez consistant. J'en discutais avec un il y a 2 jours qui me disait, bon écoute, je suis parti, mais si on me dit de revenir au Cameroun, que j'ai un salaire d'1 million, 2 millions, en fonction de mes compétences, je reviendrai. Vous voyez que nos frères qui sont là-bas, ils vont certes, parce qu'ils n'ont pas pu trouver ici. De ceux qui partent, je veux dire que c'est davantage d'abord pour s'assurer le confort. Bien sûr. Bien sûr. Matériel, financier. Ce n'est pas de tout cœur. Ce n'est pas de tout cœur. Qu'ils partent. Qui y vont. Non, non, non. Donc je veux dire que cette raison, moi, peut... Oui, mais je pense que les services publics, l'État du Cameroun est conscient. Si je ne me trompe pas, j'ai suivi le discours du président, le chef de l'État, où il nous interpellait par rapport à cela, parce que pendant que nous partons, les grands projets ici sont gérés par l'Occident. J'ai appris que les minerais dans le Grand Nord seraient gérés par les Chinois. J'ai appris que le fer de Malam, c'est également, je sais pas, on m'a dit que c'est l'Australie, je peux me tromper, alors qui va gérer ce côté-là aussi. Alors si nous tous nous partons, finalement on va laisser le pays à qui? Vous répondrez que nous tous nous sommes là. Nous sommes là. La situation n'est pas forcément gaie pour tout le monde. Oui, justement, elle n'est pas gaie pour tout le monde, mais je veux dire que dans une société, normalement, comme la nôtre y compris, que ce soit le corps des enseignants, le corps des médecins, sont quand même des corps d'élite. Bien sûr, c'est des corps d'élite, justement. Des corps d'élite, je pense qu'il faut juste... Mais qui ne sont pas forcément dans le traitement considéré comme tel. Justement, c'est des faits. C'est la réalité, et je pense qu'il faut une volonté politique pour les rassurer. D'accord. Allons à présent du côté du syndicat national des journalistes du Cameroun. Notre syndicat, le SNJC, est à nouveau monté au créneau cette semaine pour dénoncer, décrire un certain nombre de faits à l'encontre des journalistes. L'intérêt ici est surtout de préserver la pratique saine, sereine de la profession dans un environnement où la liberté d'expression n'est plus toujours respectée. Suivez plutôt. Le syndicat national des journalistes du Cameroun appelle ses membres à boycotter les événements du gouvernement camerounais si rien n'est fait pour mettre sur pied un cadre propice à l'épanouissement de la presse et de la liberté de la presse au Cameroun. L'heure est très grave pour la presse au Cameroun et la déclaration que je m'apprête à lire fait état de la situation des hommes et des femmes de médias et ainsi que de la presse au Cameroun qui est globalement aujourd'hui sous le coup d'une restriction de l'espace de liberté de presse, de liberté d'expression. Et c'est quelque chose que le syndicat national des journalistes du Cameroun a décidé de dénoncer. Au cours d'une conférence de presse organisée ce 2 octobre 2024 à Douala, le syndicat a passé en revue toutes ces actions posées par les autorités camerounaises qui constituent une véritable entrave à un exercice sain de la profession de journaliste au Cameroun. Entre les pressions subies par les présentateurs des débats du dimanche, pressions exercées par le Conseil national de la communication et les convocations par les renseignements généraux de certains hommes de médias, rien, pas même le contexte préélectoral, ne saurait expliquer ces traitements et cette psychose, renseigne le SNJC. Une chape de plomb s'abat ainsi sur les médias et les hommes et femmes qui travaillent dans ces médias. Le syndicat national des journalistes du Cameroun observe et dénonce avec vigueur cet acharnement sur la presse et ses acteurs. Le SNJC déclare que rien, même pas le prétexte de la période préélectorale, ne peut justifier ce comportement.
qui, non seulement ternit l'image de notre pays, mais nous fait dégringoler dans les rankings des organisations internationales en ce qui concerne la liberté de la presse et l'accès à l'information. Nous dénonçons cette répression répétitive des médias sans réel impact dans l'amélioration des contenus diffusés, encore moins dans le respect de l'éthique et de la déontologie. La presse n'est pas un problème, elle fait partie de la solution. Le syndicat national des journalistes du Cameroun appelle par ailleurs les journalistes à continuer leur travail au service d'une nation démocratique et prospère. Christian Niézé, l'environnement électoral, cet environnement fait-il monter des inquiétudes vis-à-vis de l'exercice de la profession de journaliste? Je voulais d'abord ici sur votre plateau saluer, n'est-ce pas, tout le boulot, tout le travail que ces hommes de médias font. Le journaliste est un homme qu'il faut respecter. Le journaliste est un homme à qui il faut donner beaucoup d'honneur vu les sacrifices. Et quand je regarde un peu comment vivent beaucoup de journalistes, je m'interroge, je me demande comment est-ce qu'ils font pour s'en sortir. J'ai des proches, j'ai des amis qui sont des journalistes. Et quand je vois les sacrifices qu'ils font pour nous balancer, pour nous donner certaines informations, je me demande vraiment si ça vaut vraiment la peine qu'ils soient torturés, qu'ils soient vilipendés de cette manière. Et rien ne peut justifier cela, même si nous sommes à l'approche d'une année électorale, rien ne peut justifier cela. Et je voudrais ici peut-être dire que à chaque métier il y a des règles, à chaque métier il y a des pratiques, mais ça ne voudrait pas dire que ces pratiques doivent être muselées. Muselé, non, je ne suis pas d'accord, je ne partage pas cet avis. C'est pour cela que j'ai du mal souvent quand je vois un peu l'acharnement des politiques ou bien des pouvoirs publics sur certains médias. Et vous avez une chaîne concurrente à la vôtre qui a été punie pour une émission aussi importante qu'elle On va faire le procès des juges. Ouais. Bon, non, c'est le sentiment, c'est le ressenti que j'ai. Et c'est pour ça que j'ai dit que chaque métier a ses règles et a ses pratiques. Et voilà. Cela dit, revenons donc à notre sujet. Avez-vous essayé de contacter Nicolas Sarkozy lui-même? Je vais faire comment pour rencontrer Nicolas Sarkozy? Pourquoi pas? Vous le dites depuis le début de l'émission. Je vais faire bon, disons que j'ai des proches quand même qui... j'ai un proche dont je ne pourrais pas dévoiler le nom ici. Qui m'a dit qu'il a le numéro de son conseiller, qui m'a dit qu'il pourrait n'est-ce pas, se battre, n'est-ce pas, pour qu'il soit au courant de ce qui se passe, et qui m'a dit après qu'il est déjà au courant, que en fait son entourage est au courant déjà, que l'ambassade de France est déjà au courant de ce qui se passe, parce qu'elle lit les journaux, elle s'informe, elle regarde la presse cybernétique. Il m'a dit, tous sont déjà au courant, tous sont... Avez-vous des retours de ce qu'ils sont au courant, comment ils ont réagi? C'est de ça que je parle, puisqu'ils ont des retours, ils sont en plein examen. Ils sont en plein examen de cette situation qui est vraiment préoccupante. Et au niveau de la France, la même personne m'a certifié que tous sont au courant, ils sont informés d'ailleurs de ce qui se passe. Très sincèrement, pensez-vous que le Cameroun peut fléchir? Pensez-vous que le Cameroun peut accéder à votre demande et faire de Nicolas Sarkozy et surtout tout l'armada, j'imagine bien, des acteurs intéressés pour faire des affaires dans notre pays? Le Cameroun peut-il se permettre de faire de Nicolas Sarkozy, comme je dis, derrière tous ceux qui vont l'accompagner, personne non grata au Cameroun? Bon, là, je n'en sais rien, mon très cher député. Êtes-vous jusqu'au boutiste? Je suis. Entendez-vous aller jusqu'à... Non, je vais jusque... Non, là, j'irai très loin. Je suis prêt à mettre tous les bouchées doubles pour que mon honneur et l'image de notre cabinet soient respectés. Bon, maintenant, on a un seul chef. Si la diplomatie camerounaise estime qu'elle doit narguer ou bien elle doit humilier l'un de ses sujets, on verra tous, on observera tous, on verra ce qui se passe. Mais je tiens à vous dire que la situation est préoccupante et que la haute hiérarchie est touchée par rapport à cela. C'est pour cela qu'elle nous a demandé elle nous a dit qu'elle examinait profondément cette préoccupation et qu'elle pourra nous faire le feedback après. Bon, maintenant, on a un seul chef, comme je le disais, qui est le chef de l'État, qui est le patron de la diplomatie, qui décide.
Si le président de la République ou bien son entourage estime que notre préoccupation est fondée et qu'il prenne les décisions qui s'imposent, on n'ira pas dans la rue. Exact. Pour dire que, parce que nous sommes un cabinet qui se respecte, on a d'autres enjeux, on prendra acte, on prendra note et on utilisera les moyens qui seront à notre disposition, n'est-ce pas, pour que cette injustice soit rétablie. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas des battants en guerre, nous ne sommes pas dans une production, comment dirais-je, de guerre. Nous sommes compréhensifs, nous comprenons que ça peut arriver, mais que cela... Mais jusqu'où pouvez-vous aller? Mais vous voulez que je dise quoi ici? Même s'il faille que je rencontre le chef de l'État pour lui dire cela, pour lui dire ce que je pense par rapport à l'arrivée de ces avocats français, je vais le faire. Si l'État du Cameroun vous dit laissez tomber, que faites-vous? L'État du Cameroun ne pourra pas me le dire. Puisque l'État du Cameroun... Vous avez la réponse de l'État du Cameroun, il y a tellement de convictions, tellement dans... Oui, parce qu'on ne peut pas humilier un pays. On peut pas humilier un pays. Oui, mais l'État du Cameroun, je veux dire qu'il est bien placé, lui, l'État du Cameroun, pour savoir... Non, parce que l'État du Cameroun, il faut qu'on se comprenne bien. Je sais ce que je demande. Vous avez les sourds, les armuriers de la République qui ont été humiliés. Absolument. Correspondance à les armuriers de la République. Absolument. Il n'y a pas eu de retour. Un non. Et vous pensez que c'est aussi facile comme ça? Ben, je veux dire que si l'État du Cameroun ou ses représentants voulaient dire son désamour, sa désapprobation, son mécontentement, tout s'est passé en 2018, il n'aurait pas attendu que vous fassiez votre point de presse, il n'aurait pas attendu que Nicolas Sarkozy annonce sa venue au Cameroun, il n'aurait pas attendu votre persona non grata pour le dire clairement à leur vis-à-vis, qui est l'ambassade tout au moins de France au Cameroun. Non, je pense que l'État a une position d'observateur dans le cadre de ce projet. Je vous pose une question, pourquoi est-ce que l'État a répondu favorablement à notre dossier? Je fais une confidence, chaque fois qu'un journaliste est coincé, sa réponse, c'est moi qui pose la question. D'accord, ok, d'accord. Bon, laquelle je vais vous répondre clairement. Où ça nous sommes, l'État du Cameroun ne peut pas fléchir. Mais ce que nous pensons, comme dans tout État responsable, nous sommes sûrs et certains que le cabinet intermédiaire sera convoqué et il y aura, n'est-ce pas, une sorte d'échange, de réunion, de séance de travail, appelons ça comme ça, entre soit l'ambassade de France, soit les émissaires du MIREX. Je n'ai pas les preuves de ce que je dis, c'est une proposition que j'essaie de faire séance tenante. Et pour éviter que cette situation, n'est-ce pas, ne prenne notre tournure. Parce qu'au moment où vous parlez, il y a beaucoup de récupération. Il y a même une pétition même qui sont faites par une certaine société civile pour dire non à l'arrivée de Nicolas Sarkozy aujourd'hui. On a ceux qui ont le sentiment anti-français qui sont là. Et bien nous sommes sur la base, nous sommes là, nos réclamations. Nous les faisons, en tout cas nos réclamations sont basées sur les faits, si vous voulez. Et en faisant ce distinguo, ça pourrait permettre à ce que nous, qu'on soit appelés autour d'une table et qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut... Justement, vous n'avez pas la crainte de tomber dans tout cet amalgame qui pourrait surgir. Vous le dites, vous l'avez dit aussi, ce sentiment assez français. Mais c'est pour cela qu'au point de presse, j'ai pris la peine de clarifier cette position. D'accord. C'était pour éviter ce genre de récupération. C'est dissonance. Oui, j'ai pris la peine d'expliquer et dit, bon, voilà les éléments sur lesquels nous nous fondons, n'est-ce pas, pour demander qu'on ne puisse pas délivrer de visa à cet avocat d'affaires qui vient au Cameroun, pas comme... Parce que le statut d'ancien président, sincèrement, un cabinet de lobbying, mais qui vient avec un cabinet, parce qu'il vient introduire les clients. Voilà, il vient. Alors, nous, on allait le faire de l'autre côté. C'est un peu son enjeu ici pour nous. D'accord. Parlons de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5, notamment pour évoquer les questions d'hygiène et salubrité, où le gouverneur de la région du centre a fait une descente cette semaine pour voir plus clair. Interdiction de jeter les ordures ici. Nous sommes dans l'arrondissement de Yaoundé 5e. Des panneaux similaires sont disposés dans plusieurs rues de la commune. L'objectif de la mairie est de préserver l'environnement propre. Monsieur Bala-Augustin, maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5, en fin 2020, il a mis sur pied une brigade de propriété. Et c'est ainsi que nous avons des ingénieurs environnementalistes
en eau et assainissement. Ça veut dire qu'un travail est fait. Isacam et d'autres structures privées travaillent au quotidien pour la collecte des ordures, mais sont confrontés aux difficultés techniques et financières comme les autres arrondissements. Le problème a été soumis au gouverneur de la région au cours de sa visite d'inspection. Nous travaillons sur fonds propres de la mairie. Nous n'attendons pas ces fonds de qui que ce soit pour mettre de la propriété dans notre arrondissement. Nous n'allons pas baisser les bras. Le travail va continuer. Vous comprenez donc, là où il y avait des potoirs, il y a maintenant jardin de fleurs avec des bancs. La lutte contre l'insalubrité nécessite surtout un comportement civique de la population. Nazeri Paul Béa a insisté dessus. Cette campagne donne l'occasion d'insister sur la nécessité de la population d'aider les communes à bien rendre notre ville propre en coopérant. Comme vous avez vu, l'état d'ordures dans les espaces qu'on a aménagés, qu'on a enlevés avant d'aménager, les gens ne sont pas venus la nuit pour encore laisser les saletés. La sensibilisation s'est déroulée dans les carrefours majeurs de la commune, de la poste centrale à l'Omnisport, en passant par Essos et ses environs. Avant de revenir à notre invité, parlons pour terminer avec les reportages de la semaine du staff technique, j'ai failli dire unanime désormais, entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football. Tout le monde a certainement accueilli avec grande joie cette forme d'union qui a été confirmée à travers cette note qui donne la liste définitive du staff, une question qui était en dissonance depuis plusieurs semaines déjà. Suivez ce reportage. C'est l'un des temps forts de la cérémonie marquant la clôture de la saison sportive et dimanche dernier. Samuel Eto'o et Narcisse Moelle combinent en plein tête-à-tête alors que depuis quelques mois le torchon brûle entre les deux personnalités. Si rien n'a filtré sur le contenu de leur échange, la suite des événements suggère la négociation d'un accord de paix. L'enjeu étant l'instauration d'un climat harmonieux entre la FECAFOOT et le ministère des Sports dans le cadre de la gestion des équipes nationales, malgré le désamour de longue date entre les deux dirigeants. Ainsi, dans l'intérêt du football camerounais, des concertations conjointes ont abouti à l'adoption d'un staff technique, administratif et médical consensuel, issu de la fusion des deux staffs querellés auparavant, mais avec quelques curieuses modifications opérées. Marc Brice garde son poste ainsi que ses assistants Joachim Mounonga et Giannis Silouris, analystes vidéo. Superviseur analyste François Omambiik et Achou Cyprien Bessonk, précédemment entraîneur adjoint numéro 1 et 2 nommés par le MINSEP. Ces deux postes sont désormais confiés aux techniciens recrutés par la FECAFOOT, notamment Martin Tungoupilé et David Pagou. Pour entraîner les gardiens de but, Idriss Carlos Kameni et Aliou Mbouka ont tous deux été désignés, certainement au regard de leur histoire avec la tanière et leur expérience. Le docteur Patrick Joël Foto sera le médecin de l'équipe au détriment du professeur William Gachou, nommé par le staff du MINSEP. La FECAFOOT remporte également les postes de team press officer confiés à Thérindo, team manager à Nicolas Alnoudi, kinésithérapeute Haché Awa Daniel et Kalegem Fomekon. Pierre Ebolo Abada de la FECAFOOT est également reconduit à son poste d'agent de liaison, tout comme Serge Pincy comme coordonnateur adjoint. En revanche, ni Benjamin Didier Banlock en froid avec Samuel Eto'o, ni Benoît Angwa n'a été nommé coordonnateur. Un autre ancien lion, Timothée Atouba, est le profil neutre unanimement retenu pour trancher la bataille de contrôle de ce poste sensible. Soit au total 18 personnes nommées dans le staff consensuel. Même si certains analystes jugent l'effectif pléthorique, il y a le climat de collaboration qui demeure un challenge majeur. Le prochain regroupement en vue du match face au Kenya donnera le temps. Un commentaire. Allez-y. Au sein de... Ça a tout l'air désormais. Ça a tout l'air désormais, mais sauf que, à mon avis, tant que la convention n'est pas révisée, comme a demandé la FIFA, il me semble que si cette convention n'est pas révisée, elle pourra poser un problème plus tard. Parce que la FIFA, dans l'une de ses correspondances,
avait demandé à la FECAFOOT, qui avait renoncé à une partie de ses pouvoirs, de pouvoir réviser cette convention. Malheureusement, elle n'est pas révisée. L'État du Cameroun continue, n'est-ce pas, à manœuvrer, à gérer, n'est-ce pas. L'État a-t-il l'intérêt à réviser cette convention telle que c'est parti? Bon, si la convention était révisée, on pourrait définir les parties, les rôles de chacune des parties. C'est parce qu'aujourd'hui, la FECAFOOT estime qu'elle a la légitimité de gérer cette équipe, que c'est elle qui est reconnue par l'instance fêtière, que c'est elle qui devrait tout faire, parce que c'est elle qui est l'unique interlocuteur de cette instance fêtière, mais l'État lui dit non, tu n'es pas l'unique interlocuteur, moi je mets de l'argent ici, j'ai un droit de regard, j'ai un document qu'on a signé ensemble, qui me donne les pleins pouvoirs, qui dit que je rémunère et je recrute, vous voyez, ça allait être très compliqué. Or, si on avait respecté l'esprit de la lettre de la FIFA, qui demandait, n'est-ce pas, que la convention soit arrivée, ça devait permettre à chacun de savoir quel est son niveau d'implication dans ces différentes actions qu'on vient de citer, et on pourrait, n'est-ce pas, avancer en toute sérénité. Mais ce qui n'est pas le cas, c'est une paire de raves qui pour moi est éphémère, c'est une histoire. Parce que vous voyez, juste le lendemain, après cette Coupe du Cameroun, le président de la FECAFOOT a présidé une réunion dans un hôtel de la place, le ministre d'un côté, hier au cours de la réunion, il a envoyé la vice-présidente, Mabrice, il y a des Alors la FECAFOOT Elle a fait FECAFOOT, jusque-là il y a des voix qui s'élèvent, ses choix sont contestés, parlant du gardien que je ne vais pas citer ici, beaucoup estiment qu'il n'est pas, il faille qu'on fasse un mot à la FIFA pour l'enlever là-bas, alors qu'un entraîneur doit être jugé sur la base de ses résultats, et jusqu'à présent Mabrice a perdu aucun match. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans cette affaire. Et sur le reste du staff, Bon, le reste du staff, je constate qu'on a mis le rôle le plus important, qui est celui de coordonnateur de sélection, on a mis Timothée Atouba, qui a été limogé par l'actuel président de la FECAFOOT quand elle arrivait en 2020, qui était le team manager au champ de 2020 du temps de Sénégal Mondial. Et quand cette équipe est arrivée, ils l'ont limogé. Pourquoi aujourd'hui il revient à la touche? Le constat qu'on peut faire, c'est que tous ceux, n'est-ce pas, qui ont refusé, ou bien qui n'ont plus continué, mais qui n'ont pas travaillé, ou bien qui ont été limogés sous le mandat de l'actuel président de la FECAFOOT, sont ceux-là que l'État replace. Timothée Barlock, limogé, bon, on ne va pas dire limogé par lui, qui avait démissionné, qui avait parti, avec qui il ne s'entendait pas, c'est lui qu'on a replacé en face de lui. Timothée Atouba, qu'il avait limogé, qu'il avait... Il va sans dire qu'il est également question de préserver l'intérêt de l'État du Cameroun, vous en... Bien sûr, oui, l'intérêt supérieur, oui. C'est la sérénité qu'on recherchait dans le cadre de cette action qui a été menée et co-signée par les deux parties. Convenons donc que cette fois pour sortir, il nous reste environ 5 minutes. Ça allait vite, hein? Vous dites? Ça va très vite. Oui, le temps. Pour sortir de cette question de Nicolas Sarkozy, êtes-vous prêt à réorganiser une mission dans le genre que vous vouliez faire en 2018, 6 ans plus tard? Je suis prêt parce que l'objectif n'a pas été atteint, mais pour le faire, il faut avoir les assurances. Les assurances les assurances déjà de l'État du Cameroun, mais les assurances de la mission diplomatique française. Il ne faudrait pas que je retourne à notre fiasco. Et c'est pour ça qu'on a demandé d'abord, on est sur le point de demander une séance de travail d'abord avec M. l'ambassadeur du Cameroun à Paris pour réparer d'abord ce fiasco avant de se lancer. Au-delà donc de cette séance, quelles sont vos attentes concrètes? Qu'est-ce que vous espérez dans le fond? Bon, nous espérons que notre image sera, le préjudice sera réparé. Ça se matérialise comment pour ce premier aspect? Je n'ai pas l'expertise dans ce genre de choses, j'avoue vraiment, mais que notre image, que le préjudice soit réparé et qu'en plus nous donner les voies et les moyens permettre à ce que nous puissions aller sensibiliser, édifier nos frères de la diaspora. Et voilà, ça se passe comme en 2018, parce que là, nous sommes en prélude de l'élection présidentielle de 2025. Et en 2018, c'était toujours pour l'élection présidentielle. Nous espérons que cette fois-ci, vous allez voir que beaucoup de lobbyistes viennent toujours, font des voyages et vont négocier des affaires. Justement parce que le mandat est finissant, il va falloir renouveler les choses, les accords et tout. Donc, on espère qu'on pourra, peut-être pas dans cette mouvance-là, mais nous, peut-être qu'on pourra nous permettre d'aller, n'est-ce pas... Mais quelle garantie vous donnez de vous départir des autres entités qui éventuellement pourraient se saisir de ce genre d'opportunités pour passer des discours
pas forcément commode sur le plan diplomatique. Le discours anti-France est discours pas forcément en harmonie avec l'image de notre pays. Notre garantie, c'est notre neutralité. Notre neutralité et notre absence dans ce genre de type de discours. Le cabinet intermédiaire ne sera jamais aux côtés de ceux-là qui veulent salir l'image du Cameroun. Le cabinet intermédiaire reconnaît qu'il y a une bêtise, il y a une bévue qui s'est produite et demande réparation de cette bévue, de cette bêtise. Et c'est pour ça que je profite de vos antennes pour interpeller monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun. Et lui dit, monsieur l'ambassadeur, vous avez lu certainement les journaux de la semaine, le point de presse qu'il avait organisé cette semaine. Le but de ce point de presse était de réparer le préjudice de cette bévue qui avait été commise sur le plan diplomatique. Le but de ce point de presse est également, n'est-ce pas, de vous conscientiser, parce que ça sera le cabinet intermédiaire aujourd'hui, peut-être le cabinet demain, de revoir, n'est-ce pas, votre stratégie, d'apaiser un peu les choses en matière de traitement, n'est-ce pas. Je ne connais pas les politiques de ces pays-là en matière de visa, mais de tenir compte d'une certaine réalité, surtout dans un pays comme le nôtre, avec ce que nous vivons à la veille d'une élection présidentielle, surtout avec un contexte qui est très compliqué en ce moment. Je ne vous apprends rien. Je demande à M. l'ambassadeur et à ses proches collaborateurs d'apaiser un peu les choses et de permettre, n'est-ce pas, à ceux des Camerounais sérieux et qui sont soutenus. Parce qu'on m'a dit également qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des gens même qui sont cautionnés par l'État du Cameroun pour, par exemple, on m'a dit qu'il y a une université qui est une Camerounaise de la diaspora à l'extérieur qui voulait former des Camerounais, et ces Camerounais étaient formés ici. Ces Camerounais ont lancé l'État du Cameroun. Au moment de le visa, ils n'ont pas eu de visa. On m'a dit qu'il y a la journée de la diaspora africaine à Paris. Il y a beaucoup de Camerounais qui devaient prendre part, qui devaient faire le déplacement. C'est une journée qui est organisée par un de nos compatriotes, M. Njikam, qui était adjoint au maire de Bordeaux, qui est maintenant conseiller régional. Beaucoup de Camerounais ne sont pas déplacés, malgré l'état de l'onction du Cameroun. Vous voyez qu'il y avait avec ce genre de répétition, ça discrédite un peu les choses. On se pose la question si l'ambassade de France n'est pas en mission au Cameroun, je le dis un peu comme ça. À force de le faire, on a des doutes, on réfléchit, on s'interroge un peu sur l'attitude, n'est-ce pas, d'une telle mission diplomatique. Le cabinet intermédiaire est prêt et disposé à organiser une autre rencontre, un autre séminaire atelier avec nos amis et frères de la diaspora. Et nous serons prêts, pourquoi pas, n'est-ce pas, à rencontrer que ce soit le premier secrétaire de l'ambassade de France au Cameroun ou son proche collaborateur, que ce soit M. l'ambassadeur lui-même, que ce soit les émissaires du MIREX. Nous le ferons. Nous le ferons pour l'intérêt supérieur de notre pays et pour éviter qu'on nous taxe, n'est-ce pas, d'imposteurs ou bien qu'on nous taxe, n'est-ce pas, de hors-la-loi. Christian Nizé, merci. Merci. Vous êtes arrivé ce dimanche pour nous faire comprendre votre Nicolas Sarkozy, persona non grata au Cameroun. C'est moi qui vous remercie. Voilà, monsieur, c'est la fin de cette édition. Demain, c'est lundi. D'avant, je vous souhaite un excellent début de semaine. Bonsoir.